La salle était silencieuse après le vote. Une centaine de conseillers, chacun issu d'une espèce différente, avaient apposé leur marque sur l'ardoise creuse. Le décompte final clignotait d'un rouge intense. 97 voix pour, 3 contre. La terre était vouée à l'invasion. Le conseiller Téric du domaine de Varnes se pencha en arrière, ses mandibules frémissant de joie et de suffisance. Des singes primitifs aux illusions d'importance, murmura-t-il. Ils tomberont dans un cycle. Leur planète est riche en fer, en uranium et en géothermie. Laissez-les hurler pendant que nous la dépouillons. Personne dans la salle n'était en désaccord, du moins pas publiquement. L'entrée de la Terre dans le radar galactique est arrivée bien trop tard. Leur signal, des émissions grossières et désespérées de culture, de guerre, de musique et de violence, n'a été détecté qu'il y a une décennie. La plupart des espèces pensaient qu'ils continueraient à se battre avec du métal aiguisé ou à se faire exploser dans des querelles intestines inutiles. Une espèce trop émotive, trop instable, trop humaine. Ce que le Conseil n'avait pas pris en compte, cependant, c'était ce qui rendait les humains dangereux. Ce n'étaient pas leurs armes. Elles étaient obsolètes. Ce n'était pas leur vaisseau. Ils avaient à peine abordé le voyage interstellaire. C'était quelque chose de plus ancien. Quelque chose de primitif. 12 jours après le vote du Conseil, une sonde furtive entra en orbite terrestre. Aucune transmission, juste une collecte de données. Elle fut abattue en moins de 8 minutes. Un missile, froid, rapide, brutal, sans avertissement. Ils ne récupérèrent jamais l'épave. À bord du vaisseau amiral Corritain Dreadnought, stationné dans une cache solaire derrière Jupiter, le général Rivac observait les scans planétaires avec une arrogance désinvolte. Ils nous remarquèrent à peine. Notre camouflage tient bon. Ce sera chirurgical. Son adjudant, un jeune Talari nommé Brienne, s'éclaircit la gorge. Monsieur, il y a quelque chose d'étrange. Ils ont lancé 2 vaisseaux depuis la surface. Petit, rapide, aucun enregistrement dans nos journaux. Envoyez des intercepteurs. Je veux qu'ils soient capturés, pas détruits, répondit Krivac. Voyons ce que la Terre appelle un pilote. Il ne le dit pas, mais il était curieux. Curieux de voir à quoi ressemblait le courage vu de l'intérieur du crâne d'un singe. 2 heures plus tard, un seul intercepteur revint. Il dérivait, le cockpit s'ouvrit, le pilote disparut. Ce qui le remplaça fut un objet coincé dans la console centrale du vaisseau. Quelque chose d'étranger, de dur et d'étrange. Un pied de biche, pas d'explosif, pas d'outil de piratage, juste une pièce d'acier courbée, solide, dense et lourde. Est-ce une menace ? Demanda Brain. Frévac ne dit rien, mais pour la première fois de sa longue carrière, sa gorge s'assécha. Sur Terre, 2 hommes étaient assis dans un hangar souterrain sombre, sous Colorado. La pièce sentait le pétrole, le béton froid et la poudre à canon. L'un d'eux, le visage rugueux et une cicatrice fraîche sur la tempe, alluma une cigarette et se pencha sur la table à cartes incandescentes. Ils ont encerclé la Lune, imposé un blocus naval, effectué des patrouilles orbitales statiques. Ils nous croient acculés, dit-il. L'autre homme ne répondit pas tout de suite. Il ajustait l'exosquelette sur son bras, vestige à moitié rapiécé d'une vieille technologie militaire mêlée d'une touche humaine de folie mécanique. « Quel est le problème, capitaine ?» demanda l'homme balafré. Le second homme finit par parler. Sa voix était rauque, calme, mortelle. « On y va. Ils nous tueront avant qu'on ne quitte l'orbite. Pas si on leur fait croire qu'on n'est que des cargos. Et quand ils nous scanneront ?» Le capitaine eut un sourire narquois. « On ne sera pas là d'ici là. » Il actionna un interrupteur. La table à cartes se mit à bouger, montrant le cuirassé, moteur au ralenti, positionné juste au-delà de Mars. Ils veulent voir ce que l'humanité est capable de faire, dit-il. Alors rappelons-leur pourquoi la Terre n'a jamais été conquise. De retour sur la planète natale du Conseil, les 3 dissidents, les seuls à avoir voté contre l'invasion, restèrent silencieux eux aussi. Ils avaient étudié les humains, non pas à l'aide de sondes ou d'algorithmes, mais à travers l'histoire, les archives de guerre, les journaux intimes d'Hiroshima, Verdun, Fallujah et Stalingrad. L'un d'eux, un voyant aquatique aveugle des bassins de Tollet, murmura « On ne se bat pas pour gagner. On se bat parce qu'on refuse de perdre. » Mais personne ne l'entendit malgré le tonitruant enthousiasme pour la conquête, et il était déjà trop tard. 3 vaisseaux surgirent de la surface de la Terre cette nuit-là. Ni ultramodernes, ni magnifiques, ni même entièrement testés. C'étaient des hybrides, mi-technologie volée, mi-épave rafistolée de la courte et furieuse histoire terrestre de guerre aérienne.
L'un d'eux utilisait des pièces de moteur d'un avion de ligne commerciale mis au rebut. Les deux autres étaient équipés de systèmes de guidage bricolés à partir de systèmes de missiles balistiques déclassés. Ils n'étaient pas parfaits, ils n'avaient pas besoin de l'être, il leur suffisait de se déplacer vite et d'exploser bruyamment. À l'intérieur du vaisseau de tête, le capitaine Reese resserrait les sangles de sa poitrine, une arme de poing usée accrochée à sa cuisse. Il n'était pas un pilote expérimenté. Aucun d'eux ne l'était. Mais tous les hommes dans ce cockpit avaient vu le combat. De vrais combats chaotiques, pas des simulations. Ils n'avaient pas été choisis pour leurs compétences. Ils avaient été choisis pour une seule raison. Ils savaient comment mourir avec impact. Reese fixait le petit écran clignotant près de son genou, un flux satellite assemblé à partir de réseaux privés et d'infrastructures mondiales reconverties. Il montrait la formation ennemie en orbite haute. 8 vaisseaux, froids et immobiles comme des prédateurs attendant dans l'obscurité. Camouflés, mais visibles pour les systèmes humains grâce à la reconnaissance de forme. Un algorithme que la fille adolescente de quelqu'un avait codé entre les devoirs d'histoire et les nouilles ramen. Nous dépassons la première ligne de patrouille et larguons les leurs, marmonna Reese. Puis nous nous dispersons. Le vaisseau 2 vire vers Mars. 3 slings autour de la Lune. Je fonce droit sur la jugulaire. La jugulaire, ce gros connard hideux qui se cache derrière Mars, demanda l'homme assis en deuxième position. Il était chauve, tatoué jusqu'aux jointures, et visiblement, il savourait chaque seconde du chaos qui l'attendait. C'est lui, le cuirassé. Avec un peu de chance, je m'en approche. Avec une chance incroyable, j'y entre. Et si vous ne l'êtes pas, Reese esquissa un demi-sourire. Puis ils apprennent à quoi ressemble un cadavre humain à Mach 20. L'autre homme ricana, appuya sur le contact, et le vaisseau entama sa violente ascension. Là-haut, à bord du cuirassé Corriton, les alarmes retentirent avant même que les vaisseaux humains ne quittent l'ionosphère. « Ils ont redémarré », dit Brin, fixant les points rouges clignotants apparaissant sur l'écran. 3 cette fois. Le général Revac se pencha en avant, plissant ses yeux plissés. Même type qu'avant, construction similaire, lourdement blindé, mais trajectoire erratique. Il ne voyage pas en formation. C'est étrange. Non, c'est humain, dit Ravac avec amertume. Envoyez les intercepteurs. Tous. Aucun survivant. Et s'ils s'éjectent, tirez aussi sur les capsules de sauvetage. Sœur Dash, plus de prisonniers, plus maintenant. Brin hésita un instant. Il pensa au pied de biche, à l'équipe d'interception jamais revenue, à la facilité avec laquelle la Terre semblait s'adapter à transformer le chaos en stratégie. Puis il se retourna et donna l'ordre. Reese observa les vaisseaux s'approcher, silhouettes sombres comme des insectes aux yeux brillants. Il tapota l'écran 2 fois, l'heure dehors. Il tapota l'écran 2 fois, l'heure dehors. Les flancs des 3 vaisseaux humains s'ouvrirent, libérant des dizaines de petites capsules métalliques à rotation rapide, chacune conçue pour émettre des signatures thermiques, imiter des schémas de mouvement et brouiller le ciblage automatisé. Les intercepteurs extraterrestres, rapides mais dépendant d'une logique froide, se dirigèrent vers les menaces les plus probables. 2 des vaisseaux humains s'éloignèrent. Reese, lui, ne le fit pas. Il appuya sur l'accélérateur. « Allez, bande d'aliens !» siffla-t-il. « Laissez-moi vous montrer ce que sent la vengeance. » La passerelle du cuirassé se tendit. « L'un d'eux fonce droit sur nous, » annonça Brin, stupéfait. « Il ne s'esquive pas, il ne se cache pas, il fonce droit sur nous. »« Imbécile !» cracha Ravac. « Préparez les canons principaux. Visez la trajectoire du vaisseau 12, 5 pour tirer à volonté. » Mais le canon ne tira pas. Au lieu de cela, les systèmes s'éteignirent pendant 6 secondes. Sur Terre, un petit groupe d'opérations secrètes caché dans une base de recherche désaffectée en Antarctique applaudit. Leur virus, déguisé en fichier musical téléchargé depuis le réseau mondial terrestre, avait pénétré dans le système Dreadnought grâce à une transmission interceptée 2 jours plus tôt. 6 secondes suffirent à Reese. Le vaisseau vibra violemment lorsqu'il coupa l'alimentation et redirigea tout vers les boucliers thermiques. Le Dreadnought se dressait maintenant devant lui, mastodonte flottant d'acier silencieux et de blindage multicouche. Ce n'était pas seulement un vaisseau, c'était une forteresse. Reese visa son flanc inférieur. Le hangar, à moitié ouvert, encore non scellé. Il n'avait pas besoin de permission pour entrer, juste de vitesse. Alors qu'il franchissait les 1000 derniers kilomètres, le feu ennemi s'intensifia. Lasers, impulsions, pièges gravitationnels, tous automatisés, tous mortels. Les boucliers grondèrent,
se déformèrent. Une aile se déchira, l'oxygène siffla, mais il ne s'arrêta pas. À la dernière seconde, il s'élança du cockpit dans une capsule d'éjection, plus petite, plus rapide, garnie d'explosifs. Elle transperça le bouclier du hangar et s'écrasa contre le mur comme une comète. À l'intérieur du cuirassé, le chaos s'installa. Le commandement du Conseil n'a pris la brèche que 2 heures plus tard. À ce moment-là, Rhys avait accompli ce que personne n'aurait cru possible. Il ne détruisit pas le cuirassé. Il n'a pas détruit leur flotte. Il a fait bien pire. Il les a humiliés. Utilisant uniquement une technologie récupérée et une improvisation pure et simple, il a désactivé leurs moteurs, volé des cartes stellaires cryptées et déclenché une réaction en chaîne dans leur soute à carburant. Il n'a pas fait exploser le vaisseau. Il l'a paralysé et a disparu par une trappe de sas, la moitié de leurs données sous le bras. Un homme, un humain, un primate avec du ruban adhésif et un désir de mort. Sur Terre, disaient les dirigeants mondiaux, l'ONU n'était plus que l'ombre de ce qu'elle était. Les factions militaires ne répondaient plus aux nations. Elles obéissaient aux résultats. Et l'homme qui attirait désormais toute leur attention était assis dans un entrepôt en Alaska, torse nu, couvert de bleu, buvant du whisky. « Rhys, tu les as frappés ?» demanda l'un des officiels, penché au-dessus de la table, la sueur lui coulant dans le cou. « Je ne les ai pas frappés. Je les ai embarrassés, » dit Rhys en se servant un autre verre. « Ils sont venus en pensant que nous étions des insectes. Je leur ai montré que nous étions des cafards. Des cafards ! Invincibles, agaçants, et nous nous reproduisons dans l'obscurité. Personne ne rit. L'un des plus jeunes tacticiens se pencha en avant. Ils vont riposter. Laissez-les faire, dit Rhys. À l'autre bout de la galaxie, sur la principale station lunaire du Conseil, une réunion fut convoquée. Tous les conseillers n'étaient pas présents. Certains étaient morts. Certains avaient disparu après les premières frappes terrestres. D'autres avaient tout simplement trop peur pour se montrer. Les conseillers survivants restèrent assis, incrédules, tandis que la vidéo tournait en boucle. Dès que Rhys entra dans le cuirassé, son image devint floue et affolée. Un homme qui n'avait aucun droit d'être là. L'un des conseillers les plus âgés frappa la table du poing. « Nous avons déclaré la guerre aux barbares. » Le voyant Tolari leva à nouveau les yeux, ses yeux aveugles brillant faiblement. « Non, dit-il. Nous avons déclaré la guerre aux descendants de tous les monstres que nous avons craints. » Personne ne répondit. Sur le cuirassé, Breen traversa les ruines du compartiment moteur inférieur. Des cadavres flottaient, certains brûlés, d'autres gelés. Il trouva un mur brûlé par des mots, gravés à la main. La prochaine fois, on en enverra plus. Breen déglutit difficilement et, pour la première fois, il comprit le message. Ce n'était pas une menace. C'était une promesse. De retour sur Terre, Rhys ouvrit les données cryptées et sourit. Il ne s'agissait pas seulement de cartes stellaires. Il ne s'agissait pas seulement de la localisation des flottes. C'étaient les archives du Conseil, des stratégies de guerre, la biologie des espèces, des points faibles, et surtout, des luttes intestines, des conflits civils, des rancunes. Il n'était pas un front uni, c'était un empire de verre maintenu par la peur. C'était un empire de verre maintenu par la peur. Et Rhys venait de trouver le marteau. Le froid à l'intérieur du bunker alaskien était presque réconfortant. Les chauffages étaient encore en panne, rien de nouveau. Mais le froid gardait les gens alertes. Leur douceur avait été brûlée des mois auparavant. Le confort était une faiblesse, et à cet instant précis, la faiblesse vous anéantissait. Rhys était assis devant 3 écrans rouillés, rafistolés avec du fil de cuivre, et des écrans de smartphone usés. Ses doigts frappaient rapidement, tapant avec une précision née non pas de l'entraînement, mais du désespoir, de l'obsession. Chaque touche qu'il appuyait ouvrait une nouvelle couche de données volées au Conseil. Des fragments, des noms, des coordonnées, des espèces aux fractures internes et aux haines ancestrales, collés ensemble sous l'illusion d'un ordre galactique. Il eut un sourire narquois. « Ils ne sont pas une coalition, marmonna-t-il. Ce sont des ennemis qui font semblant de ne pas se détester. » Derrière lui, le commandant Briggs entra. Plus âgé, maigre, la jambe droite boiteuse suite à un raid raté à Jakarta. Il mâchait des cure-dents comme des cigarettes, les faisant claquer entre ses dents quand il était stressé. Il claquait maintenant. « Alors, quel est notre angle d'attaque ?» demanda Briggs. Rhys se pencha en arrière. « On arrête de penser comme des défenseurs. C'est ce qu'ils attendent. Restez ici, cachés dans des bunkers,
à la recherche d'air et d'informations. On renverse la situation. Briggs croisa les bras. Tu veux dire les frapper? Je veux dire les détruire. Pas juste un vaisseau, pas un raid. On brise toute leur alliance. Comment? Reese se tourna vers le troisième écran. Un profil d'espèce était chargé. Les thésauriens, de grandes créatures prédatrices, semblables à des lézards, avec une profonde culture de l'honneur et une vendetta contre les Nérils, leurs rivaux aquatiques plus sophistiqués. Ils avaient combattu pendant des siècles avant que le Conseil n'impose un cessez-le-feu. Selon les archives, le cessez-le-feu était à un vote du Conseil de l'effondrement. Rhys sourit. On leur donne une raison de le relancer. À 6000 années-lumière de là, la chambre de guerre du Conseil était verrouillée, non pas par sécurité, par honte. La nouvelle s'était répandue plus vite que n'importe quelle transmission officielle. Un humain solitaire était monté à bord d'un cuirassé du Conseil, l'avait neutralisé et avait emporté leur dossier de renseignement militaire. La moitié des systèmes extérieurs commençaient déjà à remettre en question la force du Conseil. Les routes commerciales étaient remises en cause. Des pirates, inspirés par les humains, avaient commencé à utiliser des pieds de biche et des tactiques de guérilla lors de raids dans l'espace lointain. Le moral s'effondrait. Téric, du domaine Varn, qui avait autrefois ri à l'idée même d'une résistance terrestre, bouillonnait désormais derrière des portes closes. Son espèce avait le plus souffert depuis la brèche. 2 dépôts de ravitaillement détruits, une ambassade incendiée. Des primitifs, gronda-t-il. Ils pensent que cela prouve leur supériorité, qu'un seul homme peut faire honte au Conseil. De l'autre côté de la pièce, le voyant de Tular s'agita. Pas un seul homme, dit-il. Une idée. Vous les avez rendus désespérés. Tu leur as donné un but. C'est plus dangereux que n'importe quelle arme. Téric pointa une griffe. Puis on efface l'idée. On réduit la terre en cendres. Pas de prisonniers. Pas de message. Mais le président du Conseil secoua la tête. C'était un insectoïde stoïque et fragile dont le calme avait autrefois permis la paix entre 4 systèmes en guerre. Maintenant, sa voix masquait à peine la peur. Les représailles ne changeront rien. Si nous frappons trop fort, les systèmes extérieurs se révoltent. Et après, contrôler le récit. Dire que la brèche était un sabotage interne, une trahison, n'importe quoi. Thérac frappa la table de son poing griffu. Ils le virent. Il écrivit du feu sur nos murs. Ils le virent. Il écrivit du feu sur nos murs. Personne ne répondit, car la vérité était pire que n'importe quel mensonge. L'humanité avait montré les dents. Dans la zone noire, une région sans loi entre le territoire du Conseil et les étoiles neutres, 3 vaisseaux masqués surgirent de l'hyperespace. Leurs insignes? Aucun. Leur équipage? Uniquement humain. Rhys se tenait à la barre du vaisseau de tête. Ce n'était pas son premier commandement, et ce ne serait pas le dernier. Leur mission n'était pas la destruction, c'était la séduction. Une équipe d'intervention dirigée par Briggs avait été envoyée dans un avant-poste saurien, déguisé en inspecteur du Conseil. Il portait des écailles artificielles, imitait des postures et avait même téléchargé des schémas vocaux. Nul besoin de piéger les sauriens, il suffisait de les pousser. Un message soigneusement divulgué, une vidéo trafiquée, un appel fabriqué entre vaisseaux de commandement Gnarls se moquant des sauriens, prétendant que les humains étaient leurs chiens, armes en laisse. C'en était assez. Le général saurien lança un ordre. Reprenons la guerre. Brûlons le poisson. Aussitôt, la première fissure dans l'armure du Conseil s'ouvrit. Lorsque le commandement du Conseil apprit l'assaut saurien sur les avant-postes de Naril, il était trop tard. Des flottes entières se retournèrent les unes contre les autres. Toute tentative de négociation fut anéantie par les accusations et les représailles. La guerre que Rhys souhaitait avait commencé et la Terre n'avait pas tiré un seul coup de feu. De retour au centre de commandement souterrain, Briggs se pencha sur la table, observant le chaos se dérouler sur 20 écrans différents. « C'est de la folie », dit-il, presque incrédule. Rhys ne leva pas les yeux. « Non, c'est l'équilibre. On s'est battu pour survivre. Maintenant, ils se battent entre eux pour garder le pouvoir. Ils saignent de l'intérieur. » Briggs grogna. « Tu gardes le pouvoir. Ils saignent de l'intérieur. » Briggs grogna. « Tu réalises qu'ils finiront par savoir que c'est nous. » Rhys se retourna enfin. Son regard était dur maintenant, plus froid que la glace arctique au-dessus d'eux. Laissez-les faire. Tandis que le Conseil s'efforçait de stabiliser son pouvoir, la Terre se transformait. Les bunkers devenaient des terrains d'entraînement. Des laboratoires abandonnés ressuscitaient. Des nations autrefois haïes concentraient désormais tout ce qu'elles possédaient vers une seule cause, la vengeance. Pour chaque satellite détruit par le Conseil, la Terre en lançait 2 autres,
Pour chaque vaisseau humain abattu, 3 surgissaient à sa place. Ils cessèrent d'attendre l'invasion. Ils cessèrent de réagir. Ils se mirent à chasser. Reese, seul dans un hangar, observait la construction de la prochaine génération de vaisseaux humains. Ils étaient encore bruts, soudés à la main, leur système étant piloté par des fils plutôt que par des codes. Mais chacun d'eux contenait quelque chose que le Conseil ne pourrait jamais fabriquer. Résolution. Un jeune ingénieur s'approcha, tenant une tablette de données. « Monsieur, le prototype du disrupteur du cœur EM est en ligne. Il désactivera tout bouclier du Conseil à portée. » Reese hocha la tête. « Parfait. Gardez le pool sale. Je veux griller leurs ordinateurs. Qu'ils le ressentent. »« Oui, monsieur. » « Et le message ?» L'ingénieur hésita. « Tu es sûr de vouloir qu'il soit diffusé avant chaque frappe ?» Reese se tourna vers lui, la voix rauque. Mot pour mot. L'ingénieur hocha la tête. Le message était simple. « Ici la Terre. Vous êtes venus pour le sang. Maintenant, nous venons pour le vôtre. » À travers la galaxie, les systèmes du Conseil commencèrent à s'éteindre. Le commerce cessa. Les alliances se brisèrent. La guerre se répandit. Et dans l'ombre, les humains se déplaçaient comme des fantômes, invisibles, libérés, impitoyables. Lors d'une lune de ravitaillement du Conseil, un transport transportant plus de 2 soldats explosa en plein décollage. Les enquêteurs en trouvèrent la cause. Un explosif encastré dans une caisse de nourriture étiquetée « rations humanitaires », un piège, un message. Et à l'intérieur des ruines, gravée sur les murs, une autre phrase « On apprend vite ». Reese se tenait devant une carte couverte de points rouges. Chacune d'elles marquait un système touché par des mains humaines. Certaines étaient des frappes directes, d'autres des sabotages. Quelques-unes étaient des rumeurs qui se transformèrent en guerre civile. Briggs le fixait également, les bras croisés. « Nous gagnons ». Reese secoua la tête. « Pas encore. Ils pensent toujours que nous sommes une erreur, un virus, quelque chose qu'ils peuvent purifier. » Et alors, Reese fixa le plus gros point. La planète capitale du Conseil. « Nous leur montrons que nous ne sommes pas un virus, » dit-il. « Nous sommes l'évolution. » Ils l'appelèrent Opération Veine Noire, et aucun de ceux qui s'y étaient engagés ne s'attendait à revenir. La cible n'était pas n'importe quel avant-poste. C'était Marit IV, le cœur logistique de la chaîne d'approvisionnement de l'anneau intérieur du Conseil. C'était une forteresse de la taille d'une lune, en orbite autour de l'étoile mourante d'Ivos, protégée par des tourelles superposées, des flottes automatisées et une surveillance si stricte que même la poussière d'astéroïdes ne pouvait la traverser sans déclencher des alarmes. Aucun humain ne s'en était jamais approché, c'est pourquoi Reese l'avait choisi. Il fixa le rendu 3D sur la table de guerre, ses détails tirés de schémas volés et de mois de fuite de signaux. Le Conseil le croyait intouchable, le genre d'arrogance bâtie au fil des siècles de domination. « Nous prenons cela », dit Reese en désignant le cœur étincelant de la station, « et nous envoyons un message à tous les systèmes. Leur sécurité est illusoire. » La pièce était silencieuse, non pas parce qu'il doutait de lui, mais parce qu'il savait qu'il était sincère. Reese voyageait à bord du Wraith, un vaisseau furtif forgé à partir du squelette d'une frégate du Conseil abattue et soudé dans un hangar sibérien par d'anciens mineurs et d'anciens criminels de guerre. Ce n'était pas joli, ce n'était pas propre, c'était parfait. Ce n'était pas joli, ce n'était pas propre, c'était parfait. À l'intérieur, l'équipage était réduit à l'état brut, une équipe réduite à l'essentiel de 12 hommes. Pas de grade, pas de cérémonie, juste des tueurs, des ingénieurs et des fantômes qui n'avaient plus rien à perdre. À côté de Reese était assis Merrick, un ancien expert en démolition borgne, aux poignets fusionnés et tatoué du nom de son fils décédé sur la gorge. « Tu sais que c'est du suicide », dit Merrick en s'attachant. Reese resserra son harnais. « Ouais, et ça te va ?» Reese ne répondit pas, se contentant de fixer les étoiles par le hublot, clignotant comme des dieux indifférents. Il n'était pas à l'aise avec ça. Il était prêt. La descente dans l'espace d'Ivo fut propre, bien plus propre que prévu. Le réseau de surveillance automatisé fut hors service pendant exactement 4-7 secondes à cause d'un virus que la Terre avait introduit dans un vaisseau marchand 7 mois auparavant. Ils étaient à l'intérieur du système avant même que le Conseil ne réalise qu'un vaisseau avait franchi le périmètre. Reese se tenait derrière Merrick. Observant la station Merith Firth se profiler devant lui telle une ville morte en orbite, des lumières clignotaient sous ses entrailles. De petits vaisseaux de défense dérivaient en cercles paresseux, persuadés que rien de la Terre n'oserait plus jamais s'approcher d'aussi près.
Faites-nous chuter, dit Reese. Sérieux? Allez-y. Les moteurs du Wraith s'éteignirent en plein vol. À partir de ce moment, ils ne furent plus que des débris spatiaux, un autre débris se dirigeant vers la zone à déchets près des ponts inférieurs. Le vaisseau gémit, le métal grinçant tandis que l'entrée atmosphérique raclait la bulle de protection de la station. Le temps que le Conseil s'en aperçoive, il était déjà trop tard. Ils atterrirent comme un virus dans une plaie, silencieux, inaperçus et mortels. Reese avança rapidement dans les couloirs de maintenance inférieure. Chaque couloir empestait l'antiseptique et le métal. Les lumières étaient trop propres, l'air trop stérile. C'était comme marcher à travers les eaux d'une chose ancienne et malade. Ils ne parlèrent pas. Chaque seconde comptait. L'objectif était clair. Installer le cracheur central, une IM imprégnée du virus de corruption spécialement conçu par la Terre, et paralyser la station Mérite 4 de l'intérieur. Mais alors qu'ils atteignaient la chambre centrale, des alarmes retentirent. Ils avaient été repérés. Une patrouille du Conseil tourna au coin de la rue, arme au poing, bouche bée pour hurler un avertissement, et Merrick en abattit 2 avec des balles artisanales avant qu'ils ne clignent des yeux. L'un des soldats tira, touchant Reese au flanc. Il s'effondra, la douleur rugissant dans ses côtes, mais roula sur lui-même et riposta. La flèche atteignit le dernier alien à la gorge. Il heurta le sol, tressaillant une fois avant de s'immobiliser. Merrick tira Reese vers le haut. « Ça va ?» Reese toussa du sang et hocha la tête. Pas encore mort. Ils avancèrent, traînant l'appareil vers la chambre du réacteur. Il pesait près de 100 kilos, une technologie brute, à peine stable, maintenue par des soudures, des fils et de la vengeance. De retour sur Terre, le commandement observa le signal vaciller. « Ils sont là », chuchota quelqu'un. Un autre hocha la tête. La moitié des communications de la station sont coupées. Ils se dépêchent. Et dans la salle de guerre, sous les glaciers morts d'Islande, un compte à rebours commença. Si le crachet explosait à l'intérieur du cœur de la station, l'impulsion ne désactiverait pas seulement Mérite 4. Cela aurait des répercussions sur les satellites, les flottes et les relais, révélant à chaque espèce de la galaxie une vérité simple. Le Conseil saignait. À l'intérieur de la chambre centrale, les lumières clignotaient. Reese et Merrick laissèrent tomber le crachet près du manche à balai. « Minuterie ou télécommande ?» demanda Merrick. Reese hésita. Il regarda l'écran, puis le hublot fissuré où l'on voyait les étoiles clignoter derrière le bouclier de sécurité. « Minuteur. Donne-moi 20 minutes. Tu ne reviendras pas, n'est-ce pas ?» Reese haussa les épaules. Il pense qu'on ne se sacrifie pas, qu'on ne s'engage pas. « Tu es sûr de vouloir être le mythe ?» Reese se retourna. « Numéro 1, je veux être l'erreur dont ils ne se remettront jamais. » Le reste de l'équipe s'exfiltra par le tunnel d'égout creusé dans le système d'évacuation des eaux usées de la station. Ce n'était pas joli, ce n'était pas joli, ce n'était pas sûr, mais ils s'en sortirent. Reese resta. Il traversa la station en boitant, ensanglanté et brisé mais debout. Il entra dans la salle de commandement central et activa l'interphone d'urgence. À travers Mérite 4 et son réseau, un visage humain apparut sur tous les écrans. Reese, balafré, en sang, souriant. « On est sur Terre, » dit-il d'une voix basse et claire. « Vous avez voté pour l'invasion. Vous pensiez que nous étions faibles. Vous pensiez que nous allions ramper. » Il brandit le détonateur. « Vous aviez tort. » Puis l'écran devint noir. L'explosion n'était pas spectaculaire. Elle était laide, crue, corrompue, primitive. Le cracheur n'a pas simplement explosé. Il a consumé. Il a dévoré les circuits de Mérite 4 comme de l'acide, a fait fondre ses défenses, a brouillé ses communications. Tous les vaisseaux dans un rayon de 5-0 km ont été plongés dans l'obscurité. Le signal de la Terre, le message, a parcouru les étoiles par l'onde de choc. Nous ne sommes pas à vous. Nous ne sommes pas une proie. Nous sommes l'avenir. Le commandement du Conseil s'est effondré, pris de panique. Les voies de ravitaillement étaient coupées, les renforts bloqués, les flottes piégées dans l'espace profond, sans guidage, sans carburant, sans aucune idée de ce qui venait de se passer. Et dans leur silence, la peur commença à murmurer. C'est ce que font les humains. Ils ne font pas la guerre. Ils y mettent fin. 3 jours plus tard, le corps de Reese était récupéré par un petit drone charognard. Le Conseil ne l'a jamais eu. Les humains, oui. Et lorsqu'ils l'enterreront, pas de funérailles nationales, pas de drapeau, pas de chant, juste de la terre et une pierre tombale gravée de ses propres mots. Nous ne nous battons pas pour gagner. Nous nous battons parce que nous refusons de perdre. Dans les semaines qui suivirent, la Terre ne gagna pas seulement du terrain, elle gagna des partisans.
Deux petites planètes sous l'oppression du Conseil commencèrent à se rebeller. Des équipages de mercenaires firent défection. Les capitaines du ravitaillement du Conseil s'éteignirent, rejoignant la résistance ou disparaissant sous les offres de liberté de la Terre. Offre de liberté. Maret IV ne fut jamais reconstruite. Elle devint un symbole, une station fantôme, un tombeau, et chaque fois que le Conseil racontait l'histoire, le nom qu'il redoutait le plus n'était pas celui d'une espèce. C'était celui d'un homme. Il pensait que tout finirait avec Rhys. L'erreur du Conseil n'était pas de le sous-estimer. On pensait qu'il représentait le summum de la résistance humaine, que sa mort effraierait les autres et les pousserait à ramper sous terre comme une vermine effrayée. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était ce que Rhys était devenu. Pas un soldat, un modèle. À travers les zones fracturées de la Terre, des ruines de Paris au dôme de fer de ce qui était autrefois Pékin, des ruines de Paris au dôme de fer de ce qui était autrefois Pékin, son message était plus que mémorisé. Cela se répétait. Gravé au dos des blousons, griffonné sur les douilles de missiles, gravé sur les casques. Nous nous battons parce que nous refusons de perdre. Le commandant Briggs se tenait au bord de la rampe de lancement du Site 9, les yeux rivés sur la tempête tourbillonnante qui avait englouti les champs de glace du Nord. Sa jambe droite le faisait souffrir à cause du froid. La blessure de Jakarta était toujours là par mauvais temps. Il avait enterré Rhys de ses propres mains, creusé le trou avec une pelle rouillée, seul, car personne d'autre n'avait eu le courage de le voir s'enfoncer. Et maintenant, 2 semaines après l'explosion de Marit IV, il avait reçu les données que Rhys avait livrées à sa mort. Il les avait lues 2 fois, puis une fois de plus, puis il était entré dans la salle de commandement et n'avait dit qu'une chose, préparer tous nos vaisseaux. La riposte du Conseil ne se résuma pas en une seule frappe. Ce fut un massacre, non pas sur le champ de bataille, mais depuis l'orbite. Ils choisirent 5 villes humaines, 5 centres de résistance et les scellèrent. Aucune revendication, aucun discours, aucun avertissement, juste le silence. Puis le feu. Depuis l'espace, leurs vaisseaux planèrent, lançant des détonateurs thermiques et des engins incendiaires bioréactifs conçus pour tout brûler. Les océans ont bouilli, les bâtiments ont fondu, les enfants ont été vaporisés avant même de pouvoir crier. Ils ont anéanti plus de 200 millions de vies en une nuit. Lorsque les transmissions sont parvenues au centre de commandement terrestre, personne n'a parlé pendant près de 20 minutes, pas même Briggs. Il a simplement regardé les images encore et encore, jusqu'à ce que sa mâchoire se serre si fort qu'il en a craqué les dents. Puis il se retourna, cracha du sang sur un chiffon et dit « Envoyez le message ». Le message était simple. Tous les mondes du Conseil dotés d'un réseau de défense relié à la grille de Marit, soit la quasi-totalité d'entre eux, commencèrent à recevoir une vague de données. Pas un virus, une vidéo, sans filtre, brute. Elle montrait l'une des cités vitrées. Un drone, caméra planait bas, filmant des rangées de corps calcinés et de peau fondue. Une enfant serrant une poupée soudée à sa main. Le squelette d'un père se recroquevilla sur celui d'un fils. Puis, on passa à Briggs. Il ne cria pas, il ne pleura pas. Il regarda la caméra comme si elle lui devait de l'argent. « C'était ta réponse au défi, dit-il. Nous t'avons donné une chance de reculer, de reconsidérer la situation. Vous avez répondu par le feu. » Il marqua une pause. Maintenant, nous répondons. Briggs prit la flotte Oméga, le premier véritable groupe de combat offensif de la Terre, et frappa les systèmes extérieurs comme une lame rouillée. Les vaisseaux n'étaient pas élégants. C'étaient des monstres, bâtis de rage et de satellites brisés, chacun d'eux peint de graffitis et de cicatrices de 1000 guerres anciennes. Leur vaisseau amiral fut rebaptisé le fantôme de Rhys, et la première cible n'était pas militaire, elle était symbolique. Un monde conseil appelé Zora Prime, qui abritait leurs archives historiques, leurs musées, leurs œuvres d'art et les plus anciens registres génétiques de chaque espèce de l'Alliance. Briggs ordonna l'annihilation totale. N'épargnez aucun bâtiment, aucun monument, aucune donnée, qu'ils ne se souviennent que de leur perte. Ils l'ont bombardé pendant 7 heures d'affilée. Lorsqu'ils ont quitté l'orbite, il ne restait plus un seul mètre carré d'histoire, seulement des cendres noires. Partout dans la galaxie, les citoyens du Conseil ont paniqué. Les humains avaient toujours été sous-estimés, mais il ne s'agissait plus de rébellion. C'était une rage stratégique, et elle était contagieuse. D'autres planètes, auparavant liées par la peur du Conseil, commencèrent à se révolter, non pas en faveur de la Terre, mais contre leurs propres dirigeants. « S'ils peuvent saigner », déclara un manifestant en direct,
Nous ne sommes pas des esclaves. Le Conseil se regroupa. Ils déployèrent le protocole de purge, une tactique militaire interdite et utilisée une seule fois dans l'histoire, une arme biologique appelée Cyrix-9. Volée, invisible, conçue pour cibler spécifiquement l'ADN humain et tuer en 90 secondes. Ils l'ont larguée dans la haute atmosphère terrestre, au-dessus de l'hémisphère sud. 5 navires de guerre, 5 charges utiles. Mais quelque chose s'est produit. Rien n'est mort. Pas d'alarme, pas de malaise, pas de cri. Les vaisseaux qui avaient largué l'arme furent pris en embuscade en pleine retraite par des chasseurs occultés qu'ils ne détectèrent qu'après l'impact. 4 des 5 furent détruits. Le 5e fut détourné et fit demi-tour, s'écrasant sur une station d'écoute du Conseil sur une lune lointaine, l'effaçant du système. Ce que le Conseil ignorait, c'est que la Terre avait déjà intercepté les spécifications de l'arme des semaines plus tôt. La salle de données de Risa, sur Mérite 4, contenait tout. Et au lieu de le craindre, la Terre a procédé à une rétro-ingénierie du virus. Ils l'ont reconstruit, repensé et rechargé. Ils pouvaient désormais cibler n'importe quelle espèce non humaine. La Terre l'a baptisée « pourriture murmurante » et ils ne l'ont pas utilisée comme bombe. Ils l'ont introduit dans les systèmes de filtration d'eau du Conseil, répartis sur une douzaine de stations, à l'aide de navires marchands et d'ingénieurs soudoyés. Les morts se faisaient lentement, silencieusement. Lorsque le Conseil de commandement comprit ce qui se passait, des dizaines de milliers de personnes pourrissaient déjà de l'intérieur. Briggs se tenait dans la sombre salle de guerre sur Terre. La moitié de la pièce était calcinée par un précédent raid, murs fissurés, fils électriques pendants. Il s'en fichait, il n'avait pas besoin de réconfort, juste de résultats. Un jeune technicien entra, tremblant. Commandant, les rapports indiquent que les colonies civiles du Conseil commencent à abandonner leurs postes. Les réfugiés inondent les systèmes périphériques. Certains disent vouloir se rendre. Briggs ne leva même pas les yeux. Saigne-t-il? Le technicien cligna des yeux. Quoi? Briggs se retourna. Saigne-t-il? Le gamin hocha la tête. Briggs le regarda d'un air glacial. Et puis, ils n'ont pas fini de payer. À travers les étoiles, un mot commença à se répandre. Ni dans les langues du Conseil, ni dans les dialectes terrestres. Un mot nouveau, gravé dans la langue des contrebandiers, des pirates, des transfuges, des soldats, des esclaves. Resborn. Il signifiait rage. Il signifiait châtiment. Il désignait quelqu'un qui ne se contentait pas de combattre, mais qui faisait saigner les étoiles. C'était devenu une religion pour certains, un avertissement pour d'autres, et pour le Conseil une malédiction. À présent, les flottes du Conseil étaient passées de l'offensive à la réaction. Elles ne pouvaient prédire où la Terre allait frapper ensuite. Des cellules de guérilla surgissaient dans des systèmes qu'elles croyaient sécurisés. Leurs propres soldats refusaient les ordres, terrifiés à l'idée d'être affectés dans des secteurs ciblés par la Terre. Fusionnant les ordres, terrifiés à l'idée d'être affectés dans des secteurs ciblés par la Terre. Le président du Conseil, celui-là même qui avait calmement voté l'invasion de la Terre un an plus tôt, était désormais assis dans une chambre forte renforcée, enfoui sous une planète en fusion, son armure autrefois argentée ternie par la peur. « Ce n'était pas censé arriver, murmura-t-il. Tu n'as pas écouté, dit son garde. Tu as donné un coup de coude au singe. Non, murmura le président, le regard hanté. Nous avons mis le doigt sur quelque chose de pire. Le Conseil n'avait jamais demandé la paix de toute son histoire, pas une seule fois. Pas lorsque 2 espèces membres se sont battues jusqu'à l'extinction. Pas lorsque la peste Nihari a dévoré 9 systèmes, pas même lorsqu'une révolte d'IA a anéanti la moitié de leurs archives centrales. Mais maintenant, ils imploraient. Le message arriva par une transmission vacillante et étouffée par l'électricité statique, acheminée par 12 satellites relais, 3 serveurs cryptés et un vaisseau commercial coopérant à contre-cœur. Le commandant Briggs l'écouta en silence. La voix du président du Conseil était creuse, cassante et imprégnée de panique. Nous reconnaissons les tragédies récentes. Nous reconnaissons la force de la Terre. Nous proposons des conditions. Cessez-le-feu immédiat. Retrait total de la présence du Conseil à Saul et dans les secteurs adjacents. Des réparations peuvent être négociées. Briggs ne scia pas. Il fixa l'écran avec le même visage qu'il avait sur la tombe de Reese. Même mâchoire serrée, même regard mort. Puis il tendit la main et coupa la transmission au milieu d'une phrase. « Je ne m'intéresse pas aux conditions, dit-il froidement. Un lieutenant s'agita à côté de lui, mal à l'aise. « Monsieur, ils ont peur.
Bien, ils proposent de se retirer. Ce n'est pas à eux de décider quand cela finira. Briggs se tourna vers la salle, remplie de commandants aguerris, d'anciens mercenaires, de scientifiques reconvertis en ingénieurs d'armement, d'exilés et de fantômes. Pensez-vous que la vitrerie de nos villes mérite un cessez-le-feu? Personne n'a rien dit. Ils nous ont traités de maladies, d'erreurs. Ils voulaient nos ressources, nos enfants, notre avenir. Il s'est penché en avant. Ils ne peuvent pas se rendre, pas encore. Pas avant que chacun d'entre eux ne ressente ce que nous avons ressenti lorsque le ciel est devenu rouge et que la terre a englouti notre peuple. Il a pris sa décision cette nuit-là. Il dirigerait la première riposte planétaire de la Terre. Pas une station, pas un chantier naval, pas un avant-poste, une planète d'origine. La cible choisie était Gitane, une planète luxuriante, d'un vert et d'un bleu profond, au cœur de l'espace du Conseil. La planète d'origine de l'espèce d'Itari, l'une des voix les plus anciennes et les plus influentes du Conseil. Leurs représentants furent les premiers à proposer l'invasion de la Terre. Briggs voulait qu'ils paient, pas seulement avec leur sang, mais avec leur héritage. Nous attaquerons d'abord leur coffre culturel, ordonna-t-il. Brûlons leurs temples, détruisons leurs archives, réduisons leur art en cendres, faisons-leur sentir l'histoire disparaître. La flotte terrestre n'était pas massive, mais implacable. Chaque vaisseau était un cercueil flottant d'acier et de rancune, chaque capitaine un homme qui avait tout perdu. Ils surgirent de l'espace de glissement au-dessus de Jatan telles les ombres d'un cauchemar. Pas d'avertissement, pas de diplomatie, juste le feu. Les défenses aériennes d'Itari se mirent en branle, mais s'affaiblirent en quelques minutes. Ils n'étaient pas habitués aux invasions terrestres. Ils n'étaient pas habitués à combattre des ennemis qui refusaient de parler. Le vaisseau amiral de Briggs, le fantôme de Rhys, mena la charge. Ils n'ont pas déployé de troupes. Ils ont versé des larmes, la dernière bombe orbitale terrestre, surnommée ainsi en raison des longues traînées de fumée qu'elle laissait en tombant. Chacune d'elles a frappé avec la fureur d'un dieu trahi. Des temples sont tombés, des universités se sont effondrées, des statues millénaires se sont brisées en un clin d'œil. Et dans le ciel, planant juste au-dessus de l'atmosphère, la Terre diffusait un message en boucle dans une douzaine de langues. Vous vouliez notre silence. Maintenant, écoutez le bruit de votre héritage qui brûle. Dans la forteresse centrale du Conseil, une réunion de panique eut lieu. Ils ne parlaient plus sur un ton diplomatique. Ils hurlaient. Ils détruisaient Jatan, notre capitale. Ils ont contourné tous les couloirs de défense connus. Comment? Où sont nos renforts? Mais ils n'arrivaient pas. Le Conseil avait perdu trop de voies de ravitaillement. Trop de vaisseaux avaient déserté. Le virus que la Terre avait libéré. Les murmures continuaient de ravager leur réseau de communication. Ils étaient isolés, et pire encore, ils avaient peur. Le président, pâle et vieilli, restait assis en silence tandis que le chaos explosait autour de lui. Il n'avait plus d'ordres à donner, plus d'alliés à qui faire confiance, car la Terre avait fait la seule chose qu'aucun ennemi n'avait jamais faite. Elle avait retourné la galaxie contre elle. De retour sur Jatan, Briggs se tenait parmi les cendres de ce qui était autrefois le haut temple de Varan. Le bâtiment, haut de 10 étages, était taillé dans du cristal vivant, rayonnant de lumière intérieure. Un cristal, luisant d'une lumière intérieure, n'était plus que gravats et scories en fusion. Il s'accroupit près des restes fissurés d'une sculpture d'Otari, à moitié fondue, son visage autrefois serein tordu par l'agonie. Il ramassa un éclat et le retourna dans sa main gantée. Derrière lui, l'un des jeunes soldats s'approcha. « Monsieur, ils ont battu en retraite. Plus de résistance. » Briggs se leva lentement. Il rassembla les survivants. Le soldat cligna des yeux. « À l'ordre, monsieur. Placez-les devant une diffusion. Faites-leur regarder la suite. » Le soldat hésita. Et après, Briggs se retourna. Son visage était de marbre. Pas de tombe, pas de pitié, pas d'avenir. La diffusion fut diffusée en direct sur toutes les stations relais reliées au Conseil. On y voyait les civils capturés de Gétan, recroquevillés, tremblants, contraints de regarder les machines terrestres tout soulevées autour d'eux. On y voyait Briggs debout au cœur de leur ruine, parlant calmement. C'est le prix de l'arrogance, c'est le prix du génocide. Vous vouliez nos ressources, vous vouliez notre reddition. Il se pencha vers la caméra, la voix basse. Maintenant, vous allez nous confier votre peur. Il appuya sur une télécommande. Derrière lui, la dernière tour d'archives, leur salle des souvenirs, incendiée, explosa, déversant des éclats de données et des cris. Transmission coupée. Dans les jours qui suivirent,
10 autres systèmes quittèrent le Conseil, certains par peur, d'autres par culpabilité, tous par respect. Et la Terre? La Terre ne s'est pas arrêtée. Ils ne se sont pas arrêtés pour jubiler ou négocier. Ils ont simplement avancé, un par un, ciblant non pas des armées, mais des idées, des centres de culture, d'histoire, d'identité, parce que la Terre ne voulait pas la paix. Plus maintenant, ils voulaient que le Conseil oublie qui ils étaient. Dans un bunker sombre de la salle de guerre sur Terre, le général brigadier était assis avec un carnet usé. Il le feuilleta, page après page, plein de noms, enfants, professeurs, amis, disparus dans la vitrine. Il en ajouta un autre à la liste, jetant, effacé. Il ne sourit pas, il ne soupira pas. Il referma simplement le livre, le reposa et regarda la carte. Des centaines de systèmes étaient encore fidèles au Conseil. Il tapota le suivant, Carvoche. Carvoche était à peine en cendres lorsque l'ordre fut signé. Le monde, autrefois prospère, avait été réduit à un désert rouge, ses océans ravagés par 3 frappes orbitales coordonnées, chacune orchestrée par un logiciel de précision brouillé par les satellites terrestres, conçu par une équipe d'anciens hackers et d'ingénieurs en IA déshonorés qui ne croyaient plus aux lois. Le commandant Briggs n'assista pas à la destruction. Il n'en avait pas besoin. Il fixa simplement le point rouge suivant sur la carte, un parmi des centaines, et l'entoura d'un morceau de charbon de bois récupéré dans les ruines d'une école terrestre incendiée. L'officier à côté de lui, plus jeune et prétendant encore que l'espoir comptait, prit enfin la parole. « Monsieur, les renseignements suggèrent que le Conseil tente une action non conventionnelle et non militaire. » Briggs haussa un sourcil. « Assassinat, dit doucement l'officier. Ils ont engagé quelqu'un, une équipe sous contrat. » Briggs ricana. « Ils pensent que couper la tête met fin à la tempête ? Ils pensent que vous êtes le seul à maintenir l'ordre. Ils se trompent. Au plus profond des ruines de la division de sécurité intérieure du Conseil, une équipe secrète a été constituée. 4 êtres, aucun citoyen, tous des fantômes. Le Conseil les appelait Unité Zéro car, officiellement, ils n'avaient jamais existé. Des mercenaires, des chasseurs de primes et des expériences ratées, tirées des archives obscures de guerres oubliées. Leur cible? Briggs, l'humain le plus recherché de l'histoire galactique. Récompense pour preuve de décès. 7 mondes du Conseil en crédit. Mais ils ne le faisaient pas pour l'argent. Ils le faisaient parce qu'on leur avait dit que c'était un mythe, et ils ne croyaient pas au mythe. Briggs savait qu'il finirait par venir. Il ne broncha pas. Il déplaça son commandement vers une épave orbitale désaffectée appelée Skygrave, une station minière oubliée en orbite autour de la carcasse noircie du premier ascenseur spatial terrestre, un endroit si irradié que même les drones du Conseil l'évitaient. Le piège parfait. Il ne posta aucun garde, ne lança aucune alerte, se contenta d'attendre. Ils arrivèrent en silence. Sans fanfare, sans explosion. Juste 4 silhouettes en armure noire sous vide se déplaçant dans les couloirs telles des ombres, les armes soudées à leurs os. Leur langage n'était pas parlé, pensait-on. La première, une créature serpentine nommée Syrah, se déplaçait par des conduits, sa peau changeant de couleur pour s'harmoniser avec le métal. La seconde, une brute massive créée pour la guerre, connue sous le nom de Gueule, portait un marteau gravitationnel si dense qu'il courbait l'air. La troisième, un télépathe cybernétique nommé Driss, pouvait griller des synapses d'un simple clignement d'œil. Et la quatrième, personne ne le savait, juste appelée Null. Pas de signature thermique, pas de voix, pas de visage, que la mort. Pas de voix, pas de visage, rien que la mort. Briggs était assis au centre de la station, seul, éclairé par une unique ampoule vacillante. Il ne tenait aucune arme, juste un verre de neige fondu et une tablette numérique. Le premier à entrer fut Driss. Il cligna des yeux. Briggs ne bougea pas. « Tueur de pensée, pas vrai ?» dit calmement Briggs. « Envoie des ondes de choc électrique à travers le lobe frontal. On dirait un AVC et une crise cardiaque réunis. » Driss cligna de nouveau des yeux. Rien ne se passa. Briggs sourit. « Tu essaies. Je le sens. Le truc, c'est que mon cortex a été reprogrammé il y a 2 ans. Mon cerveau n'est plus là où on le croit. » Il appuya sur une petite gâchette sous la chaise. La pièce fut inondée d'une impulsion à haute fréquence. Les yeux de Driss explosèrent. Il s'effondra, hurlant du sang. Briggs ne scia pas. Syrah tenta de se faufiler par la bouche d'aération située au-dessus. À la seconde où elle descendit, la bouche s'effondra, lui écrasant la colonne vertébrale et ses dents métalliques.
Briggs avait soudé des ferrailles pointues dans le conduit d'aération des heures auparavant. Il ne lui tira pas dessus, la regardant se vider de son sang tandis qu'elle griffait le sol. La gueule arriva en dernier, chargeant à travers le couloir, les murs tremblants, rugissant, agitant le marteau gravitationnel comme si la planète lui devait son sang. Briggs resta immobile, jusqu'à ce que le sol du couloir, sous la gueule, cède. Il tomba de 30 mètres dans un tunnel de réacteur. Lorsqu'il en sortit, brûlé et boitant, Briggs le rejoignit avec un pied de biche, le pied de biche de Reese. Il fendit le crâne avant de fendre l'os. La gueule ne hurla pas. Il tomba. Nul ne se montra jamais. Briggs savait pourquoi. Nul était déjà mort. Il avait empoisonné l'air de la navette avant l'atterrissage. Il avait tué le fantôme avant même le début de la mission. Briggs était de nouveau assis seul. 4 corps en silence. Pas d'alarme. Pas d'applaudissements. Juste la guerre. De retour sur Terre, lorsque la nouvelle parvint au bastion souterrain, les soldats n'applaudirent pas. Ils ne serrèrent pas les poings ni ne burent pour célébrer. Ils hochèrent simplement la tête, car dans la nouvelle guerre terrestre, la survie n'était pas une victoire. C'était une attente. Briggs regarda par la fenêtre fissurée de Skygrave. Les étoiles clignotèrent comme s'il les observait. Il reprit le bloc de données. L'objectif suivant s'illumina en rouge. Un système appelé le berceau de Catherine. Un monde où l'on formait les conseils, où l'on formait la prochaine génération de dirigeants, de diplomates et de stratèges, où l'on enseignait aux jeunes que la Terre était une erreur, une tâche, un accident. Briggs tapota le bloc. Feu vert. Approuvé. Mais cette fois, la Terre ne frapperait pas seulement avec des bombes. Elle frapperait avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'énorme. Goliath. Goliath était né des derniers croquis de Reese. Des plans retrouvés dans un journal endommagé récupéré sur le lieu du crash. Une machine orbitale de la taille d'une petite lune, conçue non pas pour tirer, ni pour tuer, mais pour écraser. Larguer l'engin spatial. Effacer le concept de géographie. Lors de son impact, il n'exploserait pas. Il enterrerait l'héritage d'une planète dans son propre sol. Construite en orbite autour de Mars pendant 7 mois, Goliath fut construite en silence, dissimulée derrière des dispositifs de blocage des communications et des masques visuels, chaque pièce étant transportée par des vaisseaux anonymes provenant du réseau souterrain terrestre. Seule une douzaine de personnes l'avaient vu. Encore moins croyaient qu'il volerait un jour. Briggs se tenait maintenant en dessous, le regard fixé vers le ciel. Je veux qu'il soit braqué sur le berceau de Catherine. L'ingénieur à côté de lui hésita. Monsieur, ce monde est sans armes. Il est éducatif, civil. La mâchoire de Briggs se contracta. Sa voix était de fer. Ils ont élevé les monstres qui ont souillé nos enfants. Compris. Le conseil implora à nouveau, cette fois avec urgence. Nous nous rendons, dit finalement le président. Nous admettons notre défaite. Nous nous dissolvons. Nous offrons l'accès à nos archives à tous les territoires. S'il vous plaît. Briggs répondit par un simple message. Vous auriez dû le faire avant qu'on enterre Reese. Goliath tomba 3 jours plus tard. Il pénétra dans l'atmosphère de Catherine tel un dieu sans visage. Il n'explosa pas. Il ne rayonna pas. Il atterrit simplement, emporté par le poids de la douleur terrestre. L'impact fut enregistré comme une extinction planétaire. Aucun survivant, aucun signal, aucune pitié. De retour à Skygrave, Briggs mit à jour la carte. Un autre point, une autre tombe. Il la fixa longuement, puis murmura « Reese ». Ils comprennent enfin. Le jour où le conseil fut officiellement dissous, il n'y eut ni cérémonie, ni message d'adieu, ni discours final solennel, juste un message clignotant envoyé sur tous les relais de communication survivants. Le Conseil galactique cesse par la présente toutes ses activités pour une durée indéterminée. Les espèces membres peuvent exercer une gouvernance indépendante. La Terre ne doit pas être provoquée, c'est tout. L'instance dirigeante de la galaxie, incontestée depuis plus de 3 millénaires, s'est effondrée en un seul paragraphe, mise à genoux non par la supériorité numérique, ni par la technologie avancée, mais par la volonté indéniable d'une planète qu'ils avaient autrefois votée pour son extinction. La Terre avait gagné. La guerre était terminée. Mais personne sur Terre ne souriait. Pas de champagne, pas de défilé, pas de célébration mondiale. Parce que la Terre n'avait pas survécu. Elle avait changé. Briggs se tenait seul dans la salle de contrôle de Skygrave, fixant la carte pour la dernière fois. La plupart des points avaient disparu, effacés, brûlés.
Certains étaient encore rouges, actifs, dangereux, mais ils n'étaient pas du Conseil. C'étaient des fragments, des systèmes brisés, des seigneurs de guerre dispersés, des bandes de pirates tentant de se tailler des empires à partir de ce que la Terre avait laissé derrière elle. Il ferma la carte. Il n'y avait plus personne pour combattre. Seul le silence de la victoire. De retour sur Terre, le ciel était gris. Les villes, ce qui en restait, se reconstruisaient. Lentement. Mais personne n'appelait cela la paix. On n'appelle pas ça la paix quand les enfants crachent encore des cendres. On n'appelle pas ça la paix quand les océans brillent sous les radiations. On n'appelle pas ça la paix quand on entend encore le sol vitreux craquer sous nos bottes. On n'appelle pas ça la paix quand on entend encore le sol vitreux craquer sous nos bottes. La tombe de Reese, au cœur de la toundra d'Alaska, était intacte. Même aujourd'hui, des soldats venaient chaque semaine, non pas pour pleurer, ni pour parler, juste pour se souvenir. Non pas de ce qu'il avait fait, mais de ce qu'ils étaient devenus à cause de cela. Briggs ne retourna pas sur Terre. Il resta en orbite, le commandement ancré aux décombres de la guerre. Il ne souriait pas, ne parlait pas beaucoup, se contentait d'observer. Car la guerre transforme un homme, et la victoire le transforme encore plus. 7 semaines après la chute du Conseil, les espèces survivantes commencèrent à tendre la main, une à une. Non pas avec des exigences ou des menaces, mais avec des excuses, des offres et la peur. Elles appelèrent la Terre le soleil noir, une force trop lourde pour orbiter, trop dangereuse pour être ignorée. Alors, elles s'agenouillèrent, monde après monde, planète après planète, non pas parce qu'elles croyaient à la vision de la Terre, mais parce qu'elles étaient terrifiées par ce que la Terre pourrait faire sans elles. La première proposition d'un nouvel ordre émana de la faction nord de la Terre, d'anciens tacticiens militaires ayant travaillé aux côtés de Reese, désormais avides de structure. Ils l'appelèrent une loi unique, un nouveau code, non pas de paix, mais de contrôle. Ils l'appelèrent le pacte des cendres. En vertu de ce pacte, la Terre ne pourrait plus conquérir, mais elle ne serait plus jamais remise en question. Si un système résistait, on le lui rappellerait. Doucement, puis violemment. Briggs n'a pas écrit le pacte des cendres. Il ne l'a même pas lu. Il l'a simplement approuvé, car au final, la guerre avait rongé quelque chose en lui, quelque chose de vital, quelque chose d'humain. Il avait vu des mondes brûler, des hommes bons devenir sauvages, des garçons se transformer en armes, et maintenant il regardait la galaxie transformer en Dieu l'espèce même qu'elle voulait autrefois anéantir. Il n'y avait plus de nous et eux, plus de rebelles, plus de conseils, juste la Terre. Et tout ce que la Terre possédait. La première rébellion éclata 6 mois plus tard. Une colonie frontalière au cœur des ruines d'un ancien espace du Conseil. Mineurs, pauvres, désespérés. Ils refusèrent de payer tribut, refusèrent d'accrocher le nouveau drapeau de la Terre. Ils disaient ne pas croire aux histoires, disaient que la Terre était mortelle. Briggs n'envoya pas d'armée. Il envoya une transmission, juste des images. Marit IV, le pied de biche de Reese, le moment où Goliath frappa le berceau de Catherine. À la tombée de la nuit, les chefs de la colonie capitulèrent. Au matin, ils avaient disparu. Leurs villes furent rasées non par des navires de guerre, mais par des terraformeurs, conçus pour effacer l'architecture jusqu'au sol. Telle était la nouvelle guerre. On ne s'est pas battu, on l'a imposée. Avec le temps, la Terre est devenue moins un nom qu'un concept, un avertissement, un mythe. Des murmures circulaient dans l'obscurité des stations spatiales. Ne défiez pas le soleil noir. Ne forcez pas la Terre à vous regarder à 2 fois. Ne prononcez pas le nom de Reese à moins d'être prêt à le sacrifier. Mais tous les humains n'étaient pas fiers. Certains commençaient à se fracturer, à remettre en question l'héritage qu'ils construisaient. Des vétérans, pour la plupart. Ceux qui se souvenaient de la vie avant la chute du ciel. Ceux qui se souvenaient des visages des morts. Certains refusèrent le pacte des cendres. D'autres disparurent dans le vide. Des rumeurs circulaient sur une flotte cachée. Des terriens rebelles, d'anciens commandants, d'anciens soldats construisaient leur propre sanctuaire au-delà de la bordure, non par haine de la terre, mais par chagrin. Car au fond d'eux-mêmes, ils le savaient. Reese n'était pas mort pour que la terre devienne ce qu'elle détestait. Briggs avait entendu les rumeurs. Il n'avait rien fait. Il avait juste observé, car une part de lui, ensevelie sous la rage et des années de guerre, murmurait encore qu'ils avaient peu, être raison. Que peu, être, quelque part, Reese aurait tracé la ligne. Mais il était trop tard. La guerre était devenue un système. Et la Terre en était l'architecte. À l'occasion du 10e anniversaire du vote d'invasion de la Terre,
un monument fut inauguré, non pas par des humains, mais par des extraterrestres. Un monde dévasté appelé Delancis, autrefois fantoche du Conseil, aujourd'hui allié de la Terre, l'érigea sur le plus haut sommet de sa capitale. Pas de nom, pas de drapeau, juste une pierre noire gravée d'une seule phrase. Vous avez voté pour nous détruire. Nous avons voté pour devenir pire. Briggs n'est jamais venu nous rendre visite. Il était mort 6 mois plus tard, discrètement, seul, en orbite. Pas de cérémonie, pas de funérailles, juste un vaisseau dérivant dans l'espace, lumières éteintes, messages en boucle. La voix de Reese résonnait. Un extrait récupéré d'un journal de mission, déformé et effiloché. Je ne suis pas là pour gagner. Je suis là pour m'assurer qu'ils n'oublient jamais ce que nous sommes. La Terre n'a pas oublié. La galaxie n'a jamais pu. Épilogue. Ils ont voté pour envahir la Terre. Ils voulaient des minéraux, des terres, de la main-d'œuvre. Ce qu'ils ont obtenu, c'est une espèce qui a saigné et qui a survécu, qui a rampé hors de la poussière, les os brisés, et a dit « Fais mieux ». Ils ont eu le feu, la ruine et le silence. Ils ont eu Reese. Ils ont eu Briggs. Ils ont eu un cimetière de légendes et un avenir écrit dans les cendres.